autour de ce projet et de ce dispositif. Et donc l'idée, c'est évidemment de vous donner un éclairage différent, basé sur les faits, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion et peut-être décider de rejoindre le dispositif. Alors, PNB, c'est avant tout un projet collectif, c'est un acte politique, et j'insiste là-dessus, parce que c'est un projet qui est né de la volonté d'un groupe d'éditeurs, de libraires et de bibliothécaires, avec des valeurs fortes, puisque l'idée principale, c'est de construire un projet raisonné, un écosystème raisonné, évidemment dans un marché libéral, mais tout de même où chacun peut trouver sa place. C'est un projet qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Alors on dit souvent qu'il est calqué sur le modèle canadien, pas tant que ça finalement. Il a ses spécificités propres à la France. Et donc ça a été assez compliqué au démarrage, parce qu'on est parti finalement d'une feuille blanche, pour avant tout modéliser les offres, puisque l'un des objectifs évidemment c'est de rendre compréhensibles les offres, les rendre compréhensibles techniquement, et donc il a fallu les modéliser à partir de schémas qui n'existaient pas, en se basant sur des normes qui ne prévoyaient pas une telle évolution. Donc évidemment, la constitution des offres, trouver le bon équilibre entre les différentes caractéristiques qui composent une offre numérique dans le cadre de PNB et sa modélisation ont pris du temps. Donc finalement, on a mis quasiment 2 ans à proposer un système opérationnel. Le dispositif a démarré avec la plateforme EDAN, donc certains éditeurs ont été les promoteurs de ce projet. Et le projet a démarré aussi, il faut le souligner, grâce à l'aide et le soutien du CNL. Même si ensuite, évidemment, les investissements, comme vous l'imaginez, ont été multipliés par un coefficient à 2 chiffres. On est loin, évidemment, de l'aide apportée par les CNL. Ce que je souhaite souligner aussi, c'est que ce projet est donc, mis à part l'aide du CNL, totalement autofinancé par Dilicom. Voilà, donc je vous dirai un peu plus sur la mission, le rôle de Dilicom. Alors, comme on l'a dit aussi, il y a une première phase d'expérimentation avec les premiers pilotes qui s'est déroulée quasiment pendant 1 an. Et très vite, d'autres bibliothèques et d'autres libraires se sont raccordés à la plateforme. Rapidement aussi, les parties prenantes ont souhaité que le dispositif soit évalué et sous l'égide d'un acteur neutre. Donc évidemment, le ministère semblait être le lieu où cela a été le plus évident. Et donc il y a eu plusieurs réunions avec les pilotes pour définir quels étaient les indicateurs les plus pertinents pour permettre l'évaluation de ce dispositif. Alors, les résultats n'ont pas été publiés. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Il y a des raisons évidemment techniques à cela. Le dispositif repose aussi sur les recommandations des parties prenantes qui rentrent dans ce dispositif, évidemment, s'engagent à respecter les recommandations signées en décembre 2014. Donc, en novembre 2015, d'autres plateformes se sont raccordées, donc Immatériel et Nubilog, qui a permis en fait d'élargir largement l'offre qui était limitée à celle d'Eden. Et donc aujourd'hui, évidemment, l'offre est beaucoup plus intéressante, plus diversifiée, puisque on comptabilise environ 100 000 titres différents. Donc on a parlé de l'évaluation par le ministère.
Nous avons remonté un certain nombre de résultats. Ils ne sont pas encore terminés. Et donc, normalement, le ministère devrait les publier, je crois, à l'occasion du Salon du Livre. Alors, je l'ai dit, PNB est opéré par un acteur neutre, qui est Dilicom, en l'occurrence, dont la mission principale est de faciliter les échanges entre les différents acteurs du secteur du livre. Alors concrètement, aujourd'hui, Dilicom a été créé il y a une trentaine d'années. Dilicom est né de la volonté d'un certain nombre d'éditeurs, de distributeurs, de libraires, qui ont voulu mutualiser les moyens pour faciliter les échanges entre les différents systèmes d'information, et notamment pour favoriser l'échange et optimiser les processus administratifs. Donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quasiment 95% des commandes de réassort entre les libraires ou les points de vente et les éditeurs sont opérées par Dilicom. Nous traitons aussi les factures dématérialisées, les déclarations de droits de prêt, etc. Évidemment, les transactions administratives ne peuvent pas se faire sans catalogue, et très rapidement, dès la création quasiment de Dilicom, les distributeurs ont décidé de créer une base de données, alors qu'il y avait une vocation plus commerciale que bibliographique au démarrage, puisqu'il s'agissait de fournir des éléments commerciaux pour permettre de transmettre des commandes. Alors avec le numérique, tout ça change évidemment, et les objectifs de cette base de données qu'on appelle FEL, qui est le fichier exhaustif du livre, a une vocation évidemment beaucoup plus bibliographique, puisque les nouveaux formats, les nouveaux normes d'échange permettent de transmettre beaucoup plus d'éléments, des biographies d'auteurs, des interviews, etc. Alors, Dilicom a une vocation interprofessionnelle, et cela se concrétise aussi dans son modèle de gouvernance, puisque jusqu'à présent, Dilicom, la gouvernance était composée de deux instances, le comité de direction qui représente une partie des actionnaires de Dilicom, et le comité EDI, qui est plus un comité technique qui est collégial, paritaire, où il s'agit à la fois des libraires et des distributeurs, et qui décide des nouveaux développements, des nouveaux messages à développer, et qui sont ensuite validés évidemment par le comité de direction. Alors, avec l'apparition du dispositif PNB, il nous a semblé pertinent d'élargir les instances et d'en créer deux autres qui sont plus spécifiques et plus liées aux problématiques du numérique. Et donc on a créé par symétrie un comité numérique qui est aujourd'hui donc beaucoup plus diversifié que le comité EDI historique, puisqu'il s'ouvre à la fois aux diffuseurs, aux bibliothécaires et aux prestataires, et à un certain nombre d'institutions comme le SLF, la LIR, le SNE et la CLIL, et son pendant avec une vision plus stratégique, qui est le comité de pilotage stratégique, où siègent 4 distributeurs et 3 libraires. Voilà. Dilicom, pourquoi alors? Le choix de Dilicom a été relativement évident à mesure où nous disposions déjà d'une infrastructure solide, puisque nous sommes spécialistes dans l'échange de données. Alors, cette infrastructure, elle repose sur 5 briques, un langage commun, c'est-à-dire un ensemble de normes, de standards. Alors, ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est énormément de travail dans des commissions nationales ou internationales, intersectorielles, de façon à effectivement rendre les échanges ou la description des offres le plus intelligible possible et le plus interopérable possible. Voilà. Ça passe aussi évidemment par la constitution d'une base de données des partenaires, par une base de données bibliographique, j'en ai parlé, c'est le FEL, et une plateforme d'échange, donc qui est une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme à valeur ajoutée, qui permet en fait d'avoir une vaste structure de réseau télécom, de façon à être le plus adaptable possible et à s'ouvrir à n'importe quel type de protocole.
La plateforme d'archivage légal, je n'en parle pas, elle ne rentre pas dans le cadre de PNB, mais elle sert notamment à respecter les contraintes légales imposées par la dématérialisation des factures. À ce titre-là, j'ouvre simplement une courte parenthèse. Nous avons travaillé avec l'organisme qui a été désigné par l'État pour travailler sur les factures dématérialisées des collectivités et de l'État, puisque aujourd'hui, un certain nombre de libraires pilotes envoient déjà des factures à des structures, à des collectivités territoriales ou liées à l'État. Donc, si vous êtes intéressé, puisqu'il y a un impératif légal, vous le savez, à partir de 2017 jusqu'en 2020, toutes les collectivités territoriales ou liées à l'État doivent recevoir de leurs fournisseurs des factures dématérialisées. Donc le dispositif avait pour vocation il était construit sur la base d'échanges de données, donc sur des transactions. C'est un système ouvert. On n'a pas voulu créer un système monolithique, une solution clé en main. On a préféré se reposer sur le savoir-faire aussi des prestataires qui peuvent proposer des solutions. Mais vous, en tant que bibliothécaire, si vous disposez de ressources informatiques, vous pourriez très bien créer votre propre solution, puisqu'on met à disposition des outils qui permettent à la fois aux prestataires de développer des solutions, mais qui permettent aussi, si vous disposez de ressources informatiques internes, de développer votre propre solution. Donc tout est possible, c'est totalement ouvert. L'objectif aussi, c'est que une bibliothèque ne soit pas liée à un libraire en particulier, un fournisseur en particulier. On a voulu vraiment, c'est l'esprit du projet, c'est de permettre à n'importe quel libraire de répondre à un appel d'offres, comme c'est le cas pour le livre imprimé. Alors, juste pour que vous compreniez conceptuellement en quoi le dispositif PNB, qui n'est pas exclusif, c'est juste un dispositif parmi tant d'autres, mais je veux montrer par ce schéma la différence qu'il y a entre les différents écosystèmes. Donc dans le prêt numérique hors dispositif PNB, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en présence d'un certain nombre de plateformes de distribution, alors qui peuvent cumuler plusieurs fonctions, une fonction de distributeur qui fournissent l'accès aux livres numériques, mais qui peuvent aussi vendre directement aux collectivités, sans passer par les libraires, les livres numériques. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une plateforme de distribution, qu'un acteur qui veut cumuler un certain nombre de fonctions de distribution ou de vente, chaque bibliothèque doit s'adapter aux éléments techniques imposés par cette plateforme. Donc ça veut dire, à chaque fois des développements spécifiques pour chaque plateforme. Dans le cadre de PNB, en fait, cette adaptation n'est pas nécessaire. On a aussi voulu serrer les différentes fonctions, c'est-à-dire les fonctions de distribution, les fonctions de vente, les fonctions de prêt. Et donc, PNB raccorde chaque plateforme de distribution. Les bibliothèques se raccordent une seule fois pour toutes au dispositif. Et ensuite, même si une nouvelle plateforme se raccordée au dispositif, il n'y a en principe plus de nécessité à faire de développement spécifique pour cette plateforme. Les développements sont faits une fois pour toutes. Alors, quelles sont les fonctionnalités? Je vais me dépêcher. Les fonctionnalités, le dispositif permet de mettre en avant les offres, de les présenter, de fournir les métadonnées aux libraires et aux bibliothèques. Le dispositif permet aux libraires de présenter ses offres, de transmettre les commandes pour le compte des collectivités, et les bibliothèques disposent d'un certain nombre d'éléments, récupèrent les métadonnées, elles peuvent récupérer des statistiques sur les prêts, effectuer des demandes de prêts, etc. Alors, sur les offres, finalement, si l'on étudie la composition des offres, elles sont toujours basées sur les mêmes critères. Elles proposent exclusivement du prêt ou du prêt avec de la consultation en ligne, in situ.
L'accès à la ressource numérique se fait soit par téléchargement, soit par un accès en ligne. Lorsqu'il s'agit de téléchargement, le fichier est principalement sous forme EPUB ou PDF. Alors, majoritairement aujourd'hui sous format EPUB. Très peu en PDF finalement dans le cadre du PNB. La seule solution quand il s'agit de téléchargement, si l'éditeur veut protéger et faire appliquer les modalités définies dans son offre, il est obligé d'utiliser un verrou électronique et la seule solution aujourd'hui est celle d'Adobe, avec toutes les difficultés dont on parle souvent dans les blogs et qui aujourd'hui va certainement être concurrencé par un nouveau dispositif qui a été créé par un consortium dont on va parler cet après-midi. Donc sur les caractéristiques plus commerciales, on parle de durée de validité de l'offre. Aujourd'hui, les offres peuvent être limitées dans le temps. Pas toutes, mais un certain nombre d'éditeurs souhaitent les limiter dans le temps. L'éditeur définit aussi une durée maximale de prêt pour chaque lecteur. Donc c'est un seuil, il n'est pas imposé, c'est un seuil en dessous duquel la bibliothèque peut définir elle-même ses durées de prêt. Évidemment, il y a l'autre variable est le nombre de prêts, qui est très variable d'un éditeur à l'autre, et c'est une des difficultés peut-être dans la politique d'acquisition, c'est effectivement de jongler avec les différentes modalités de prêt. Le nombre d'utilisateurs simultanés pour le prêt, qui est variable aussi d'un éditeur à l'autre. Et enfin, lorsque l'éditeur le prévoit, un nombre d'utilisateurs simultanés pour la consultation. Alors on le verra dans la présentation suivante qui est faite par Cécile. Voilà quelles sont les différentes... comment sont composées les différentes offres. Alors quelques chiffres, je ne détaille pas puisque Cécile va présenter les chiffres plus détaillés tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le dispositif compte 37 librairies, 60 bibliothèques. Alors ce qui est intéressant, ce sont des bibliothèques très différentes, des bibliothèques de petites villes, des bibliothèques de grandes villes, des bibliothèques départementales de prêt, alors situées en France, on l'a dit, mais aussi en Suisse et en Belgique. Le dispositif était aussi ouvert évidemment à la ville de Paris, qui a un statut un peu particulier, aux bibliothèques départementales de prêt, aux instituts culturels, et depuis peu, le dispositif est ouvert aux bibliothèques universitaires. Aujourd'hui, donc, l'offre comptabilise un peu moins, aux alentours de 100 000 titres. Alors, je dis aux alentours parce qu'aujourd'hui, l'une des principales difficultés, c'est de comptabiliser le nombre de titres. Le nombre de notices, c'est assez facile, puisqu'on on collecte toutes les mises à jour provenant des éditeurs. La difficulté, c'est de raisonner en termes de titres, c'est-à-dire de regrouper ces différentes offres sous une même œuvre. C'est une des difficultés et une des raisons pour laquelle on a du mal à remonter un certain nombre d'éléments au ministère, puisque ce regroupement par œuvre, aujourd'hui, aucun agrégateur n'est en mesure de le faire de façon exhaustive. L'éditeur ne peut pas le faire puisqu'il n'a pas une connaissance transverse de toutes les offres. Donc c'est forcément un agrégateur qui doit s'y coller. Et c'est une des principales difficultés aujourd'hui, parce que ça nécessite... Alors évidemment, on peut trouver des subterfuges techniques pour essayer de regrouper au maximum ces manifestations, mais évidemment, pour que ce soit fiable, il faut évidemment il faut qu'un humain valide évidemment ces regroupements. D'où le travail important que ça représente et le temps nécessaire pour obtenir des données fiables. Vous verrez aussi que le prix moyen a fortement changé. On est sur des offres de prix beaucoup plus disparates avec l'arrivée des nouvelles plateformes. Le prix moyen, il y a quelques mois, était aux alentours de 18 €. Il a baissé à 14,64 €, mais c'est vraiment lié au fait qu'on a une gamme de prix qui est beaucoup plus large aujourd'hui. On verra que les prix sont beaucoup plus dispersés. Alors, pour terminer sur les défis, l'un des défis évidemment dans ce type d'écosystème, c'est de faire avancer tout le monde en même temps.
d'offrir le même niveau de qualité, le même niveau de service, puisque dans la mesure où c'est un dispositif en étoile, évidemment, la moindre défaillance d'une des plateformes de distribution, ou la défaillance de DICOM, en l'occurrence puisqu'elle est centrale, peut poser des problèmes. Donc évidemment, le principal défi, c'est de fournir un dispositif fiable, solide, résilient, et de faire avancer tout le monde en même temps, ce qui n'est pas simple. Donc notre valeur ajoutée aussi, c'est de permettre cette évolutivité en laissant le temps nécessaire à chacun et en ne forçant, sans créer de big bang à chaque fois, c'est de permettre une évolution progressive, mais sans qu'elle soit forcément à marche forcée, mais qui soit concertée. Le défi, c'est évidemment d'élargir le dispositif à de nouvelles plateformes, à plus de libraires et à de nouvelles catégories de bibliothèques. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le dispositif est ouvert depuis peu aux bibliothèques universitaires. C'est aussi faciliter l'accès du dispositif aux petites structures. Même si aujourd'hui on constate qu'il y a de petites structures, on a remonté effectivement le coût économique que représente le raccordement au dispositif, mais je crois qu'il y a un atelier qui va parler de cette problématique-là. Alors, on peut imaginer des solutions, évidemment, interprofessionnelles si c'est nécessaire, ou laisser la concurrence se faire et permettre aux prestataires de proposer des offres qui soient donc adaptées aux besoins de ces structures-là. Notre rôle aussi, c'est d'accompagner des nouveaux prestataires. Tous les principaux prestataires aujourd'hui sont opérationnels, mais nous en accompagnons d'autres, comme AIFI par exemple, ou CVS. Donc ça nécessite un travail de longue haleine, puisque sans être, évidemment, le dialogue est toujours basé sur le consensus. La difficulté, évidemment, c'est encore une fois, de s'assurer que les prestataires ont bien compris le dispositif et que les développements qu'ils réalisent le sont en cohérence avec l'esprit du dispositif et avec les impératifs techniques. Enfin, c'est aussi adapter l'offre aux besoins des bibliothèques. Alors aujourd'hui, je dirais que le principal reproche que l'on peut faire, qui a été fait, c'est le niveau de prix et peut-être une adaptation concernant les ouvrages de fond, effectivement. Limiter l'offre à 3 ans, 5 ans quand ce sont des titres de fond, ça n'a pas forcément beaucoup ça n'est pas forcément judicieux ou pertinent. Et donc certains éditeurs ont déjà réfléchi à cette question-là, mais sans révéler ce que vont dire les prochains présentateurs. Je crois que des éditeurs ont réfléchi à cette question et vont faire évoluer l'offre. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que ce dispositif n'est pas figé. Il n'est pas figé et il est amené à évoluer au fil des besoins qui sont remontés par les uns et par les autres. Donc, par exemple, les éditeurs aujourd'hui ont réfléchi à une offre avec une durée de validité beaucoup plus large. Ils réfléchissent à des offres à 10 ans sur 10 ans, avec des prix, avec des accès un peu plus restreints, mais avec une durée plus longue, de façon à permettre aussi l'émergence des titres de fonds. Et enfin, pour moi, ce qui est également très important, c'est de créer des synergies entre les libraires et les bibliothécaires, les bibliothèques. Évidemment, nous sommes dans un marché ouvert, libéral. On peut pas, la place des uns et des autres ne se décrète pas. Elle se met en place en fonction des valeurs ajoutées et de la valeur ajoutée des uns et des autres. Pour nous, ce qui est important quand même, c'est d'être à l'écoute de tous, et notamment des libraires, pour permettre de créer les outils qui leur sont indispensables pour rester des interlocuteurs privilégiés des bibliothèques. Pour nous, c'est important, vous l'avez compris, dans notre comité de direction au siège des libraires, le projet a été financé grâce
aux bénéfices réalisés par DICOM sur d'autres activités. Et donc il est important pour nous, fondamental, qu'on mette tout en œuvre pour que chacun trouve sa place, et notamment que les libraires trouvent leur place dans ce dispositif-là. Je termine donc pour vous dire qu'il y a un dossier complet sur le site de DICOM, que vous pouvez accéder simplement en cliquant sur l'image qui se présente sur la page d'accueil, et que vous pouvez accéder à l'offre, à la consultation du FEL de façon gratuite. Il faut simplement demander des identifiants puisque les accès sont contrôlés. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à pnb@dicom.fr. Merci.